Il y a les mirages qui passent. Et voilà, troisième couche. Et là, donc, nous sommes en troisième couche de quoi? Ça, c'est une préparation traditionnelle.
à la main d'encollage d'une toile. C'est la préparation d'une grande toile de 6 mètres sur 2 mètres qui passe par plusieurs phases successives. La première, c'est celle-ci, c'est l'encollage. Là, on est à la 3e couche qui vont boucher les pores du tissu. Je vais te montrer ça. Tu vois, tu as le... Eh oui. Tu vois, tu as le tissu comme ça qui est du lin naturel français, très très bonne qualité. Il faut boucher les pores du tissu. Si tu ne bouges pas les pores du tissu, ton pinceau va laisser passer la peinture. Donc on met d'abord des colles. Pourquoi des colles? Parce que les colles, c'est élastique, ça réagit à l'eau, ça polymérise. Et donc si la toile a un problème, elle peut s'étendre et se restreindre avec le temps. Par-dessus, au sabre à nouveau, on viendra mettre 2-3 couches de gesso, c'est-à-dire d'apprêt blanc ou d'apprêt de différentes couleurs, c'est-à-dire un agglomérat de colle et de pigments qui finira la préparation de la toile. Voilà. Tiens, tu vois, j'ai oublié ça. Hop. C'est très sensuel comme métier. Et donc ton métier, c'est quoi en fait? Mon métier, c'est peintre, mais je fais tout du début à la fin. C'est-à-dire qu'on peut considérer que je suis ce qu'on appelle chassissier. C'est-à-dire que je fabrique mes toiles depuis la baguette. Je fabrique mes châssis en entier, à mes dimensions, tu vois. Je fais même des ronds comme ça. Je fais des toiles rondes, des toiles de tout format. Des châssis à clé, toujours pareil à l'ancienne, de manière traditionnelle. Alors, ça ne s'apprend pas en école, malheureusement, il n'y a pas de formation, c'est compliqué d'avoir toutes les astuces. Et donc, c'est des choses qui se glanent au fur et à mesure des récits, surtout pour les... En réalité, le plus compliqué, c'est pas tellement le châssis. Le plus compliqué, c'est d'avoir les formules, de trouver les bonnes formules pour avoir les bonnes élasticités. Avant, ça se faisait avec de la colle de peau, par exemple, la colle de peau de lapin. On pouvait utiliser de la colle d'os. On pouvait utiliser de la colle de poisson, qui était beaucoup trop forte. Et puis la colle de lapin, moi, je ne suis pas très pour tuer les lapins. Alors du coup, j'utilise des techniques nouvelles avec des matériaux nouveaux. Mais du coup, il faut repérer les nouvelles contraintes de ces matériaux, parce que l'étoile, il faut qu'elle soit pérenne pendant 200, 300, 400 ans. On le souhaite aux artistes, en tout cas. Et donc voilà, là, si tu veux, tu vois, on va entendre le bruit que fait la colle qui vient de tendre. On dirait, attends, je vais la relever. Ça fait vraiment... comme une échographie. Écoute ça. Voilà. Là, c'est la toile qui est bien tendue. Tout à l'heure, je ne sais pas si tu as remarqué, il y avait des passages qui étaient mal tendus, là, et ça reste... Tu vois, même de derrière, tu vois la structure. Ça fait un son assez pur. Donc là, ça y est, c'est prêt. On va laisser sécher 2 jours entre chaque couche, et puis on attaquera les couches d'après. Et à la fin, je peux te montrer ce que tu obtiens. À la fin, tu obtiens des toiles comme ça, de différentes couleurs que j'enduis selon mon travail. Donc là, c'est la toile blanche traditionnelle qui te donne les toiles blanches. En ce moment, je fais une grosse série de toiles avec un bleu pop comme ça, ce qu'on appelle l'imprimature en italien, l'imprimatura. C'est une technique pour mettre des couleurs de fond sur les toiles. Il m'arrive d'en faire des rouges, évidemment, puisque les rouges, c'est la couleur la plus traditionnelle, ou des noirs. Voilà. Quelques toiles rouges, quelques toiles noires. À quoi ça sert, en fait? En réalité, une imprimature, c'est pas souvent noir. Une imprimature, c'est souvent avec une couleur médiane, comme ça. Parce que si je mets ma main devant et que je peins, toutes les couleurs plus claires seront plus claires, et toutes les couleurs plus sombres seront plus sombres. Donc ma main, elle sera comme ça en relief dessus. Parce que si j'utilise une toile blanche ou une toile noire, toutes les couleurs plus claires seront plus claires, mais aucune couleur plus sombre ne sera plus sombre. Et donc on ira soit croissant, soit décroissant dans la profondeur de la toile. C'est donc une astuce pour donner une vibration au sujet quand tu viens le poser, et qu'on utilise également dans les pastels, comme ça. Moi, j'utilise dans les pastels. Donc c'est des techniques très à l'ancienne pour aller venir déformer par-dessus... Tu veux voir des tableaux? Ouais. Voilà. Ça, c'est un tableau pas très déformé encore, mais avec des techniques traditionnelles dans lesquelles tu viens commencer
commencer à mettre du bordel. Ce que j'ai tendance à faire de plus en plus. Pour respecter le spectateur et pas lui donner n'importe quoi à regarder. Voilà. Après, il y en a... Tu veux monter ? Je vais m'enlever ça. Voilà. Hop. Voilà. L'atelier. Donc en fait, tu dors là, quoi. C'est ça la vie d'artiste. Quand j'ai démarré, quand j'ai pris cet atelier au début, j'ai fabriqué cette mezzanine et j'avais même coupé en deux. J'avais fait une cloison ici, il y avait des fenêtres. J'avais demandé à un menuisier de me donner des vieilles fenêtres. Et ici, j'avais fait un coin de vie. Il y avait un tapis, il y avait une télé. Et, je pensais pouvoir vivre là. Et tu vois, naïvement, mon atelier, c'était cette moitié de la mezzanine seulement. Et je comptais ne fabriquer les châssis qu'en bas et peindre ici. Évidemment, ça n'a pas tenu 2 semaines et j'ai investi le bas, donc j'ai transformé cette partie-là un peu en showroom ou en stock de tableaux pour que les gens viennent fouiller un peu dedans. Mais à la base, c'était ça le projet. Ça n'a pas duré 1 mois, quoi. Si, j'ai monté des toilettes. Tu vois, j'ai fait un beau lavabo que tu as été regardé tout à l'heure. La vie d'artiste, alors, c'est comment pour le moment ? La vie d'artiste ? 2021 ? Ah, la vie d'artiste en 2021, c'est pas si différent de la vie d'artiste au quotidien. C'est-à-dire que on a simplement des traces visibles du silence assourdissant de la société envers les artistes, qui finalement ne rendent service à la société que quand ils sont morts pour remplir des musées. Puisque dans les musées, tu gagnes beaucoup d'argent. Il me tarde d'être mort pour avoir de l'argent. Ça va, t'es bientôt mort là, de toute façon. Ouais, je suis bientôt mort, il n'y a pas de souci. Mais non, c'est ça, c'est ça être artiste. C'est-à-dire qu'à la télévision, en ce moment, ce qu'on entend, c'est il faut faire attention à la culture. Vous vous rendez compte, tous ces pauvres chanteurs, tous ces pauvres musiciens, tous ces pauvres comédiens. Mais les plasticiens, encore une fois, sont non seulement pas entendus, mais pas reconnus. C'est terrible, quoi. Il y a des solutions vraiment pratiques qui existent. Hein. On pourrait fédérer tous les artistes. Il suffit de prendre... Chaque fois qu'un Picasso se vend chez Drouot ou chez Christie's, tu prends 2% de la vente, tu mets ça dans une caisse, il y en aura des sous pour les artistes vivants. Et tout le monde ne deviendra pas artiste, c'est faux, parce qu'artiste, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose qu'on ne fait pas... C'est pas quelque chose dans lequel on plonge comme ça... trop volontairement, je pense. C'est un peu un malheur de devenir un artiste. Un malheur ? Ouais. T'as pas l'air malheureux pourtant. Non, parce que c'est aussi une bénédiction dans un autre sens. Tu travailles sur quoi pour le moment ? Là, j'ai plusieurs projets. Je travaille sur une grande série de 12 grands tableaux. Sur le travail d'entrée, si tu veux, l'hameçon pour les spectateurs, c'est la philosophie de Platon. C'est la manière dont Platon voit la vie après la mort et ce qui arrive à l'âme. Le fait que l'âme est indestructible ou immortelle, c'est très très beau, c'est des beaux morceaux de raison. Moi, je viens de la philosophie. Et donc, du coup, j'ai admiré comme ça le début de la rationalisation des choses entre les pré-socratiques, les philosophes avant Socrate et Socrate. Et puis, c'est de la déformation, quoi. C'est de la déformation sur les tableaux. Évidemment, je parle de moi dans chacun des tableaux. Je parle aussi du fait que la rationalité, justement, ne soit pas tout. Ça, c'est un gros projet que je mène depuis 3 ans. J'en ai déjà fait 3 toiles finales. Et puis, j'ai fait je peux te montrer, j'ai fait plein de petits pastels d'études. Et je travaille aussi sur un grand chemin de croix que m'a demandé le curé de Lourdes pour la grande église paroissiale de Lourdes. Je fais un chemin de croix, donc 14 tableaux. Ça aussi, c'est tout un travail de préparation. Tiens, voilà des travaux préparatoires.
Voilà, ça, c'est des... tu vois, ce qu'on pourrait appeler les stations. Alors, c'est rigolo parce que au moment où on m'a proposé ce chemin de croix, moi, je faisais cette série sur Socrate qu'on peut appeler un chemin de croix de la raison, finalement. Puisque c'est ce qui se passe à partir de la minute où une âme, où un corps meurt, ce qui se passe pour l'âme. Donc voilà, tu as tous les cheminements, toutes les études, et puis tu as ça, c'est un des tableaux finaux, quoi. Et là-bas, il y a le même principe qu'on m'a demandé après, pour un chemin de croix. Parce que moi, je respecte beaucoup l'idée du sacré, mais je viens de l'idée. Je ne traite pas ça du côté de la foi, je ne traite pas ça du côté de la religion, ce n'est pas mon propos. Tout le monde s'en fout de savoir si moi je suis catholique, athée, agnostique, protestant. Non. C'est quoi? Je ne sais pas ce que je suis. Je ne sais pas ce que je ne suis pas agnostique. J'ai beaucoup de respect pour le sacré. J'ai moins de respect, j'ai plus de colère en tout cas moi pour les institutions religieuses que je n'ai pas réglées. Je pense comme beaucoup de gens, mais par contre, j'ai beaucoup de respect pour l'idée du sacré. Et donc, c'est un grand plaisir. Par exemple, comment te dire, ça ne m'empêche pas de m'intéresser fortement à l'histoire des religions et de très près au Nouveau Testament et à l'Ancien d'ailleurs, tout comme à la Torah ou au Coran. Je trouve ça intéressant vraiment dans le traitement des idées qui passent par là. Les religions comme ça qui passent les unes sur les autres. C'est quand même un sujet de gens qui essaient de faire du bien aux autres, qui n'y arrivent pas toujours et qui y arrivent de temps en temps. Et donc voilà, c'est tout le story du chemin de croix qui ne va pas être tout à fait un chemin de croix comme les autres, pas traditionnel, puisqu'on ne va pas trouver des stations qu'on trouve dans la plupart des églises. Ça, c'est des stations nouvelles qui ont été faites, à ma connaissance, très peu de fois. Ça a commencé en 91, c'est Jean-Paul II qui en avait marre de voir des chemins de croix traditionnels avec des choses qui n'existaient pas dans la Bible et qui a voulu revenir aux évangiles canoniques, c'est-à-dire aux 4 évangiles qui sont retenus par l'Église de Rome. Et donc, il a réinventé de nouvelles stations pour vraiment coller au texte. Et ces stations-là permettent d'être plus dans la réalité. Alors moi, je me suis servi de ça, je me suis servi beaucoup de Wikipédia aussi, parce que je voulais faire quelque chose de populaire. Et aujourd'hui, Wikipédia, c'est la grande bénédiction d'Internet. Et tout le monde peut y aller. Un enfant peut aller regarder, taper Passion du Christ, chemin de croix, voir ce que c'est. Et très vite, comme ça, d'occurrence en occurrence, tu peux aller voir ce que les archéologues disent sur la croix. Très probablement, une croix n'était pas une croix latine comme ça, c'était une croix en tau. Très probablement, Jésus n'a pas porté sa croix entière comme on le voit dans les films sur la route. Il avait simplement la partie horizontale qu'on appelle un patibulum. Et tout ça, tu l'apprends en même temps. Alors ça, là, on est dans des actes prosaïques, mais il y a aussi toute l'idéologie qui vient se cacher derrière. Qu'est-ce que la passion du Christ? Finalement, c'est la mort d'un homme, Jésus, de Nazareth, mais c'est la naissance d'une légende du Messie Jésus-Christ. Et donc finalement, moi j'ai traité ça comme un enfantement. C'est-à-dire que mon Jésus va commencer la tête en bas, et puis va naître au fur et à mesure des épreuves douloureuses qu'il va subir, la torture, etc., la mise en croix, le rejet de ses amis, le rejet de son institution religieuse, le rejet, parce qu'il était rabbin, le rejet de son administration romaine, etc., pour finalement, au moment où il meurt, naître en tant qu'idée. Voilà, c'est comme ça que je traite ce sujet-là. Et après, je m'amuse. Après, je suis toujours dans l'étude, évidemment. Donc, tous ces pastels-là que j'ai bien encadrés, ce sont des études de touche pour travailler à d'autres séries que j'ai déjà en tête, mais que je développerai que dans 2 ans ou 3, parce que là, je suis pas mal débordé. Et puis, je vais être papa dans pas très longtemps. Ouais. Je vais être papa d'un petit garçon dans 3 mois, donc ça va suffire. Mais tu vois, je suis dans la préparation des tableaux que je vais faire pendant le début quand le bébé sera là, pour pouvoir rester à la maison avec lui ou venir travailler plus facilement. Et donc, dis-nous un peu, parce que cet atelier, il est où là? On est où? Alors ici, on est dans le sud de la France. On est à Bagnères de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Au pied des montagnes, il y a le pic du Midi, là, on est un peu bas, mais d'en haut de l'escalier, on le voit. Il fait très beau d'ailleurs, la lumière doit être un peu cramée. On est à Bagnères de Bigorre et c'est un endroit magnifique. Moi, je suis parti faire mes études, bouger quand j'étais plus jeune. Et je suis revenu par ici parce que beaucoup de ma famille est ici et je tenais à être près d'eux. Et puis, c'est quand même un endroit pour travailler
très isolé du marché, très isolé des grandes galeries, très isolé des grands collectionneurs. Mais en général, ceux qui font le déplacement jusqu'à Bagnères ne le regrettent pas parce que, comme tu t'en souviens quand on a organisé le phare, beaucoup de monde en 2-3 ans. Le phare, c'était une manifestation qu'on a organisée pour ouvrir tous les ateliers de la ville parce qu'à Bagnères, il y a plus d'une trentaine d'ateliers d'artistes. Et on a demandé à chaque artiste d'inviter un atelier, un artiste de n'importe où en France, et on a ouvert tout ça. Donc ça a créé une émulsion. Je me souviens la première année quand on a fait ça, on a demandé je ne sais pas si tu te souviens, aux restaurateurs d'ouvrir le dimanche. Ils n'y croyaient pas du tout. On a eu 2000 personnes. 2000 personnes. La deuxième année, ils ont tous ouvert très rapidement le dimanche, puisque pour nourrir tout ce monde. Et puis c'était des festivals off, c'était de la musique. Ça, c'est toi qui t'en occupais principalement. C'était vraiment quelque chose d'une très grande émulsion qui reviendra très certainement d'ailleurs, et qui a fait bouger la ville, qui a fait bouger tout le monde sans demander rien à personne. On n'a rien demandé à la mairie, on n'a rien demandé aux institutions. On n'était même pas monté en association à ce moment-là, c'était simplement une volonté. Et aujourd'hui encore, j'en entends parler à Bordeaux, à Montpellier, à Perpignan, quand je me déplace. On entend des gens de très loin qui disent « Mais alors, est-ce que ça se refait ? Est-ce que ça… » Donc il y a quand même une volonté que ça se refasse. Et ça se refera. Et Bagnères, c'est un petit bijou à l'intérieur des montagnes. Moi, quand des collectionneurs descendent, me disent « Mais c'est quoi cette ville ? Il y a des ateliers, il y a des super restos, vous avez des meilleurs ouvriers de France. » L'autre jour, un collectionneur est venu, il m'a dit « Mais vous avez un meilleur ouvrier de France en charcuterie, là ?» Il est passé avant de venir ici, il m'a ramené 2 bouteilles de vin. C'est un endroit, c'est un cadre idyllique pour travailler. Quand on peut travailler. Mon loulou. Et là c'est Elliot, voilà. Je m'arrange pour qu'il soit toujours médiatisé avec moi. Le voilà. C'est le chien que tous les gens qui passent ici connaissent. Ils se sont tous fait plus ou moins aboyer dessus ou mordre. Qui a sa place dédiée avec son fauteuil auprès du poêle. Voilà. Mon titi. C'est bien cette petite visite là. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir ? C'est bien ici. Il fait un peu froid par contre. Il fait un peu frais là, ouais, parce que tu vois, j'allume le poêle que pour Elliot. Moi, je bouge beaucoup dans la matinée, donc généralement, je suis plutôt, tu vois, je mets ma chapka, je mets un gros manteau, et là, ça va, non, il fait quoi ? 7 degrés. 7 degrés, c'est vrai, c'est un peu frais. Mais c'est bien, l'été, c'est bien. L'été, il fait bon. Il fait 18 degrés, j'ouvre la grande porte. Cet été, tu le vois comment, toi ? L'été 2021 ? L'été 2021... T'as des potes intermittents ? Oui, moi j'ai beaucoup de potes intermittents. Les intermittents souffrent un petit peu moins que nous. Un petit peu moins que les plasticiens, parce qu'ils ont des années blanches. Et donc, je ne dis pas que c'est bien pour eux, mais c'est plus facile pour les intermittents de se fédérer. Et donc, ils ont fait comprendre très rapidement au gouvernement qu'il fallait leur donner ce qu'ils demandaient un peu, parce que sinon ils foutraient le bordel. Déjà, c'est eux qui tiennent les caméras à la télévision et sur les plateaux. Les artistes plasticiens, comme toi, comme moi, on est plutôt une somme d'individualité. Et les sommes d'individualité, c'est plutôt difficile à fédérer. C'est plutôt difficile aussi quand beaucoup d'artistes sont dans une misère telle que c'est difficile de prendre la bagnole pour aller manifester sans faire du covoiturage ou sans rentrer dans une idéologie de la survie, etc. C'est-à-dire aller simplement défendre ses droits, ça devient quelque chose déjà de pénible. Et donc c'est plus compliqué pour les plasticiens, je pense. Moi j'ai de la chance, je travaille sur des projets, puis il faut dire ce qui est, on est tellement habitué à pas avoir eu grand-chose que le confinement, on fait le dos rond, quoi. Non, j'ai pas eu d'aide. Donc tu manges pas en fait. Je mange, oui, et moi j'ai ma compagne, j'ai de la chance d'avoir une compagne qui travaille, qui a un CDI dans une très bonne boulangerie d'ailleurs, du coup elle nous ramène du pain, il n'y a pas de souci, on mange, et puis j'ai eu cette belle commande, heureusement, qui me permet cette année de faire le bébé, tu vois, moi en tant qu'artiste, j'ai dû attendre d'avoir des bonnes commandes pour faire un bébé par exemple. Je voulais pas accueillir un bébé dans des conditions de misère, je voulais être assez responsable. Et j'ai pas eu d'aide, non. J'ai pas eu d'aide, et puis c'est comme ça. Il faut se battre ensemble. Mais c'est pas facile,
Ça viendra. Avec les réseaux sociaux, c'est un peu plus facile de se fédérer. J'assiste à quelques conférences, là, il y a des syndicats d'artistes qui sont en train de se créer. Moi-même, je réfléchis avec des gens comme par exemple Anne Devailly, qui est la rédactrice d'Art Majeur, qui est correspondante au Monde, etc. Je lui parle de systèmes pour quantifier les expositions, pour donner aux artistes le même statut qu'un statut d'intermittent. Donc c'est des conversations qui existent un peu partout, qui sont en train de naître, qui sont en train de grossir, avec quelques artistes du coin aussi qui sont vraiment très engagés, on commence à en parler. Et c'est un système, tous ces groupes comme ça vont s'agglomérer et on finira par arriver à se défendre. Mais ça a été compliqué. Il y a des artistes aujourd'hui qui sont assez plus proches de la retraite que moi et c'est dur pour eux, ils souffrent, quoi. T'as personne dans les ateliers. Cet été, tu me posais la question, comment je le vois? Je le vois pas avec beaucoup de monde, pas avec beaucoup de touristes. Après, il paraît que les gens ont fait beaucoup d'épargne et qu'ils pourront pas voyager très loin. Peut-être qu'ils s'offriront des œuvres d'art, mais je sais pas. Moi, là, je suis plutôt focalisé sur ma paternité à venir. Et il faut bien le dire, égoïstement aussi, sur mon travail. Sur mon travail qui, de plus en plus, m'absorbe, me donne un plaisir, ou plutôt une allégresse que je n'avais pas jusque-là. Donc, il n'y a pas longtemps, tu as accueilli un tournage ici. Ouais, j'ai accueilli un tournage pour une boîte Bagnères d'ailleurs. Ouais, c'est quoi? Capsus, la manufacture, c'est une boîte de réalisation. C'est Guillaume Macheneau qui est venu filmer, c'est un copain qui utilise l'atelier. Les gens le trouvent beau l'atelier, tu vois. Comme tu vois, il y a une belle lumière. Donc de temps en temps, j'ai des photographes qui viennent ou des gens pour filmer aussi, que j'accueille avec plaisir. En ces lieux, en ma demeure. Et c'était assez intéressant à voir, évidemment, le travail de réalisateur, c'est pas du tout le même que le nôtre. Le réalisateur, il est posé devant son axe. En fait, c'est le même travail que le nôtre. Sauf que lui, il a des gens pour aller lui chercher ses pinceaux, préparer ses couleurs. Il dit, moi, je veux tel cadre, tac, 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 tac. Il s'adapte aux contraintes, comme nous. Et une fois sorti des contraintes, ce qui le préoccupe, c'est ce qu'il se passe à l'intérieur du cadre. Et il met tout en œuvre autour, ou tout le monde doit mettre en œuvre autour, pour qu'il puisse se concentrer sur l'intérieur du cadre. C'est exactement ce qui se passe pour un peintre. C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour doit être oublié pour que tu puisses venir préparer ton tableau. Je peux même aller plus loin dans ma manière de peindre à moi. C'est qu'au moment où je commence un tableau, je n'ai plus à réfléchir ni sur le sujet, ni sur la mise en place, ni sur la composition. J'ai choisi ma texture, j'ai choisi ce que j'allais mettre. J'ai choisi profondément et longtemps mon sujet et mon thème, plus précisément les grands thèmes que j'allais aborder. Un peu comme Picasso disait, je ne travaille pas le sujet, je travaille le thème. C'est Malraux qui lui disait, quand même pour Guernica, vous avez travaillé le sujet. Vous avez travaillé le sujet du bombardement de Guernica. Et non, il disait Picasso, pas du tout. J'ai travaillé la guerre. Toutes les guerres. Et donc au moment où tu attaques, tout ça c'est derrière toi. Tu as pensé ta composition, tu as pensé ce qu'a raconté ton tableau sur plusieurs degrés, sur plusieurs surfaces. Et donc tu peux peindre comme tu veux. Du coup moi ça finit généralement, par exemple ces études-là, les combats, je les peins avec les doigts. Donc je finis même par les peindre avec mon petit doigt, curieusement je me fais mal. Physiquement ça devient douloureux au bout d'un moment. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime parce qu'il y a une virtuosité qui commence à se mettre dans le travail. Mais cette virtuosité, je n'aurais pas voulu qu'elle soit là au début du travail. Sinon, le travail manque d'accroche intellectuelle ou rationnelle. Sinon, le travail n'est qu'un plaisir émotionnel. Et il ne faut pas que le travail soit qu'un plaisir émotionnel. Il faut qu'un travail évidemment ait de la force. Il faut qu'il parle aux gens, qu'il leur déclenche une émotion. Mais cette émotion, elle n'est qu'un mécanisme d'appropriation pour les élever, pour leur apprendre quelque chose, toute œuvre, même musicale, aussi fort soit
la 9e symphonie de Beethoven, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà d'un sentiment primaire ou d'une émotion primaire, elle va résonner comme ça sur ton âme pendant plusieurs années, pendant toute ta vie en général. Une très bonne œuvre visuelle, comme un très bon morceau de musique. Tu vas l'écouter, tu peux t'en lasser un petit peu à des moments, mais elle va rester vivante, elle fonctionne. Et pour ça, il ne faut pas soit qu'elle soit achevée, soit qu'elle soit trop compréhensible. Si une œuvre elle est trop compréhensible, si tout est donné si facilement, tu t'en lasses vite. Par exemple, on a tous en tête l'image d'un paysage bucolique. Et ce paysage bucolique, on ne sait pas exactement où on l'a vu parce qu'on l'a vu 1000 fois, partout. Et donc finalement, ça devient de la peinture presque du dimanche, même quand elle est très bien faite. Alors qu'une peinture qui va intriguer, je dis une peinture, mais ça peut être une autre sorte d'image, comme une photo, pour toi par exemple. Cette image, si elle recèle une part de mystère, si elle ne se donne pas entièrement, tout d'un coup, elle va devenir intéressante. Tout d'un coup, elle va nous faire réagir. Tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, même si on ne l'a pas aimé, on va y penser. Moi, chez moi, j'ai des reproductions d'images, de tableaux que je n'aime pas et que je regarde beaucoup plus souvent que des tableaux que j'aime. Parce que je ne comprends pas pourquoi je ne les aime pas et surtout pourquoi elles viennent me titiller comme ça. Je ne comprends pas pourquoi elles sont plus fortes que certaines images que j'aime. Pas parce qu'on me le dit, parce que je le ressens. C'est comme certains musiciens. Tu vois, j'aime bien, par exemple, John Coltrane, que j'aimais pas au départ. Aujourd'hui, My Favorite Things, je peux écouter l'album 100 fois par an. Et tu peins en musique? Ça m'arrive de peindre... Alors ça dépend des moments, les phases de peinture. Quand je prépare, c'est le silence absolu. C'est-à-dire quand... en fait, le silence se fait malgré moi. C'est-à-dire que moi, j'ai peur du monde. Je suis angoissé. Je fais de très fortes crises d'angoisse. Moins maintenant parce que j'ai appris à me protéger, mais j'ai fait des crises d'angoisse qui m'ont amené à des situations terribles dans ma vie, à pas pouvoir sortir le jour pendant plusieurs années, à devoir abandonner mes études à un moment avant de les reprendre, etc. Et je me protège par un brouhaha constant pour faire travailler mon esprit. Donc je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de musique, j'écoute des livres audio quand je travaille aussi beaucoup. Et au bout d'un moment, le silence se fait. C'est-à-dire que quand le sujet vient dans la peinture, quand je suis en train de comprendre quelque chose clé, et généralement, ce n'est pas sur la toile que je fais, c'est la réflexion sur une toile qui me fait penser à d'autres toiles, sans m'en apercevoir, je viens éteindre le poste ou l'ordinateur, ce que j'écoute. Et puis là, je commence à travailler, et quand je me réveille, entre guillemets, j'ai fait les croquis pour 2-3 tableaux, j'ai rempli 5 pages de carnet, et ça fait 4-5 heures qu'il n'y avait pas de son, parce que le son, la musique intérieure a remplacé celle qui sortait des enceintes. Et donc du coup, c'est des moments assez particuliers. Et je me dis souvent, je dois me forcer à éteindre justement le poste, parce qu'à chaque fois que je le fais, quand je suis dans les bonnes conditions, les idées viennent plus facilement et le travail en est meilleur. Donc je prends l'habitude maintenant de travailler de plus en plus en silence, mais c'est pas quelque chose de simple pour moi. Parce que je dois être face à la réalité, face au réel. Et que le réel, pour moi, c'est quelque chose de terriblement difficile. Ça fait combien d'années que tu peins? Je peins depuis que j'ai 17 ans. Il faut bien comprendre qu'à 17 ans, je ne savais même pas ce que c'était que la peinture. Quand j'ai repris l'école, moi j'ai arrêté l'école à 16 ans, parce que je ne comprenais pas ce qu'on nous enseignait. Et je passais plus de temps à la bibliothèque qu'à l'école. Donc j'ai arrêté l'école et je passais tout mon temps à la bibliothèque. Et puis en rencontrant des amis, j'ai repris l'école parce qu'eux faisaient de la philosophie, faisaient de la philo en terminale, en discutaient beaucoup, et moi je me rendais compte que je loupais ça. Et je voulais faire de la philo, et pour faire ça, il fallait reprendre l'école pour pouvoir rentrer à l'université. C'est dans ces conditions-là que j'ai repris, et là ça a été beaucoup mieux évidemment tout de suite. De cancre, je suis passé à bon élève. De gros cancre, je suis passé à bon élève, parce que tout d'un coup, je savais ce que je faisais. Et là, en option, tu vois, il y avait art plastique ou histoire de l'art, je me rappelle. Je me suis pointé, bon, je ne vais pas te faire le détail de cette histoire qui est rocambolesque, mais bon, je me suis retrouvé en art plastique, et là, le professeur, je pense qu'il était timide, c'était sa première année, c'était M. Caudron, à Marie Curie. Tu vois, c'était il y a longtemps, c'était en 98, je pense. À Tarbes, qui devait avoir peur, c'était son premier cours, il ne devait pas être très content, c'était sa première année, et il nous a mis 2 documentaires
Le premier sur Picasso. Je me souviens, c'était 13 journées dans la vie de Picasso. Et le deuxième, c'était Mondrian, un documentaire sur Mondrian qui dansait dans son atelier en écoutant du jazz et du boogie-woogie. Et avant qu'il les mette, je lui dis « Quoi, monsieur ?» Parce que moi, j'avais plus peur des profs, évidemment. J'étais plus âgé que la plupart des élèves. « On va pas étudier ça. Moi, je suis là pour apprendre à dessiner. Je suis pas venu voir des charlatans, faire de la fausse peinture. » Il m'a dit « Écoute, regarde le documentaire et puis on en reparle. » Et 2 documentaires m'ont tellement absorbé que d'abord, j'ai demandé au prof de me prêter les cassettes et je les ai copiées, tu sais. On branchait 2 magnétoscopes ensemble avec des Péritel. J'ai fait une copie des cassettes et je les ai regardées peut-être 15-20 fois chacune. Oui, mais t'as quel âge, là? Là, j'ai 40 ans. T'as 40 ans. Donc ça fait 23 ans pour répondre plus directement à ta question que je peins. J'ai peint dès ce jour-là, dès le lendemain d'avoir vu ces documentaires, j'ai compris que, en réalité, tous les dessins que je faisais dans les petits carnets depuis que j'étais enfant, tous les dessins que je faisais en permanence, ou même les Legos que je construisais en permanence, j'avais une grande couverture avec un tas de Legos, je construisais des objets, et quand ils étaient construits, je jouais pas avec, je les détruisais pour en construire d'autres. C'était la même activité. Et j'ai peint, à partir de là, j'en ai pas fait le centre de mes études, mais j'en ai fait le centre de ma vie. Partout où j'allais, quand j'organisais des soirées avec mes amis, je les organisais autour de la peinture. Il y avait toujours un prétexte à ce qu'il y ait une toile, des pinceaux, et je disposais des chaises pour que mes amis soient là, on buvait l'apéro, pendant que moi je peignais. Quelques amis intéressés par la peinture se joignaient à moi, évidemment. Très vite, je me suis fait des amis dans le milieu de la peinture ou dans le milieu des étudiants de la peinture. Et puis, au fur et à mesure de ma vie et de mes études, de mes pérégrinations, j'ai toujours peint. Mais ce n'était pas censé être mon activité principale. Même ici. Ici, je montais une entreprise pour être un peu plus tranquille. Je revenais de Toulouse. Et finalement, c'est les gens qui venaient dans mon atelier qui me disaient « Mais ça, il faut que tu montres. » D'ailleurs, au début, j'ai montré beaucoup mes dessins au bic, tu te rappelles. Et c'est Marine qui m'a dit « C'est pas tes dessins au bic, c'est ça qu'il faut que tu montres. Il faut que tu montres ça. » Marine m'accompagne. C'est ça ton vrai travail. Et pour moi, c'était un vrai risque parce que c'était me mettre à nu. Beaucoup plus que parler, etc. Et finalement, je l'ai fait. Ça s'est très bien passé. Puisque mon travail a plu, j'ai pu continuer à montrer. Heureusement. Mais voilà comment je suis devenu peintre par défaut, pour me protéger en fait. Je suis venu dans cet atelier pour être dans le silence, pour ne pas avoir à affronter un open space, pour ne pas avoir à affronter des gens qui allaient te dire quoi faire, auxquels il allait falloir sourire. Alors il y a une part de sourire forcé dans la peinture, hein, évidemment. Mais ce n'est pas ma part préférée. Ma part, c'est celle où je peux me cacher de l'hostilité du monde. L'hostilité du monde. On va finir comment, cette interview? Eh ben, je sais pas. Comment tu veux la finir? Je sais pas, moi, je parlerai bien de ta femme. Marine? Oui. Tu veux que je te parle de Marine? Ça va la faire sourire quand elle va voir. Je veux bien qu'on parle des muses. Marine est une muse. Marine était ta muse au départ. Moi, je l'ai rencontrée comme ça, hein. Toi, derrière cette caméra. Marine, c'est un personnage extraordinaire, de calme. Et d'ailleurs, tous les gens qui la rencontrent me le disent en permanence. Marine, c'est la grâce dans le silence. Pas en privé. En privé, c'est se faire respecter. C'est quelqu'un avec une grande intensité et une grande force intérieure. C'est pas un monde intérieur, c'est un accueil intérieur qu'a la Marine, et donc qui comprend les choses beaucoup plus vite que moi, qui regarde les choses avec une plus grande intensité, une plus grande sévérité. Elle n'est pas toujours juste, mais elle fonctionne comme ça. C'est aussi quelqu'un de très beau. Donc elle était muse, évidemment, elle était modèle, Marine. Tu l'as peint? Je l'ai peinte énormément, tu vois, je dois avoir 1 ou 2 tableaux d'elle, pas très loin d'ici. Tiens, je vais te montrer. Je fais beaucoup d'études avec Marine, la pauvre. J'utilise Marine, tu vois, voilà un portrait de Marine que j'ai utilisé pour apprendre, puisque tu vois, j'apprends la peinture à l'huile. J'ai fait, tiens, regarde, voilà un fusain qu'un collectionneur veut voir là. Un fusain que j'ai fait sur Marine, par exemple, en voilà un. Très égyptienne, Marine, très Néfertiti, très gracieuse. Marine m'apaise. Marine fait de moi un papa. Voilà. Je voulais te... Ouais. Marine est une cariatide.
Marine, tu vois ce que c'est les cariatides? Les cariatides, c'est ces espèces de muses qui viennent tenir les chapiteaux et les péristyles des temples grecs et donc qui représentent finalement celles qui arrivent à soutenir le poids d'une culture ou de quelqu'un d'infernal. Marine, c'est une cariatide, c'est celle qui m'apaise et je pense que je l'apaise aussi un peu. Et c'est la personne qui me donne la possibilité de faire ce que je fais, vraiment. C'est-à-dire que quand tu es artiste et que tu es donc presque un rebut de la société, c'est-à-dire que tu es un asocial, tu es celui... C'est pas essentiel. Ah, t'es pas essentiel, ça c'est sûr, et puis même ta famille, tu vois, plisse un petit peu les yeux quand tu dis que tu vas être artiste. Et quand des gens de la famille un peu plus éloignés leur disent « Ah bon, il est artiste », ils plissent encore un petit peu plus les yeux. Tout le monde plisse les yeux quand tu dis que tu vas devenir artiste. Et puis là, tu as Marine qui arrive et qui te dit « Écoute, moi je vais te créer l'espace pour que tu puisses travailler. Donc moi je travaille, moi j'ai un CDI, un travail essentiel. Et toi, dans cet espace-là, tu prends tout le temps qu'il te faut, tu as cette bulle, déploie-toi. » Et ça, c'est un trésor qui ne m'était jamais, c'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Et quand ça t'arrive, tout d'un coup, tu commences à peindre des choses dont tu es fier. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Et il y a des gens qui viennent te dire, dis donc, c'est pas trop mal ce que vous faites là. Vous faites ça comme ça, c'est venu comme ça. Oui, oui, je l'ai fait en 5 minutes, mais comme disait Picasso encore une fois, quand quelqu'un lui demandait, vous avez mis combien de temps pour faire ça, il répondait, j'ai mis 25 ans. Voilà ce que Marine permet. Voilà ce qu'est Marine. Au-delà d'être ma partenaire. La gardienne des chats. Bon, bah, je crois qu'on va revenir à ce fameux lavabo, qui est quand même le lavabo le plus beau de toute la Bigorre. Il est beau le lavabo. Ouais. Mon lavabo avec une petite caverne de Platon. Je sais pas si t'as remarqué. Mon placard. Quoi, Platon? La caverne de Platon, c'est ce que j'expliquais très certainement à quelqu'un un soir en soirée, tu vois, comment fonctionnait le principe de la caverne de Platon. Donc j'ai dû la gribouiller sur un panneau. Et depuis, le panneau s'est retourné et est devenu porte de placard. Voilà. Chez moi, tu vas trouver des choses assez hétéroclites. Tu vois, des masques de la guerre, par exemple. C'est pas des masques anti-Covid, ça. Il aura peut-être son utilité dans quelques années. On arrête là. C'est toi qui y vois. Bon, merci beaucoup, Philippe Pugeot. Philippe Pugeot, peintre. Et quoi d'autre? Ça suffit, je pense. Je suis C'est peintre. déjà pas mal. Je suis pas artiste, moi, je suis peintre. Allez, on va au lavabo. Merci la caméra.